Caroline Ferraris-Bessot est professeure, assistant professeur dans le département de français à Gettysburg College en Pennsylvanie. Ses travaux de recherche portent sur la fabrique des minorités par le biais de la littérature et des arts dans l'Empire colonial français. Nous sommes donc dans une même continuité thématique. Elle travaille à un manuscrit intitulé Postcounting the Other, Polynesia and the 19th Century French Imagination. Parmi ses publications récentes, on retrouve un article Rewriting French Geographies in Les Français peints par eux-mêmes dans le journal 19, Journal of the Society of 19e, journal de la Société des 19e, en 2021, mais aussi littérature coloniale and the Failure of the Novel dans Modern Language Notes en 2018. Deux articles aussi sur Pierre Loti qui a été un petit peu évoqué aussi ce matin. D'après Loti, d'un changement de sujet, en 2017, et dans le passé mort, Pierre Loti, Images and Time dans 19th Century French Studies. Je vous laisse la parole, Caroline, ainsi que le pouvoir de l'image, si vous souhaitez nous montrer, bien sûr, un PowerPoint. Et on se retrouve tout à l'heure pour la discussion. Alors, je ne vais pas montrer de PowerPoint. Et je vous prie de m'excuser de ne pas avoir été là ce matin. Donc, je suis aux États-Unis, il est 9h30. Et j'ai aussi un jeune enfant de 7 semaines, donc ma vie est un peu complexe en ce moment. J'ai beaucoup de mal avec le sommeil. Donc, je vous prie de m'excuser et j'espère pouvoir venir un peu plus tôt demain. Ok, alors donc aujourd'hui, je vais plutôt parler de la réponse littéraire à la carte postale, donc effectivement en focalisant sur la question de Tahiti et sur l'auteur Chantal Spitz. Donc, la Polynésie a une longue tradition de littérature orale qui est fréquemment ignorée lorsqu'il est question de la littérature du Pacifique francophone. Si la littérature polynésienne contemporaine a par ailleurs été l'objet de quelques attentions critiques, elle a aussi été décrite comme littérature émergente en métropole. Dans le même temps, la littérature à propos du Pacifique, produite par des non-natifs, y compris des récits faits par des visiteurs européens, a été l'objet de nombre de travaux et a largement contribué à façonner la perception de la région. Et ici, on peut penser effectivement à Pierre Loti, Paul Gauguin, etc. De tels écrits évoquent ce que Robert Nicole a appelé, je cite, « a specific body of images that appeal to some idyllic notions of paradise ». Elles offrent, selon l'anthropologue Myriam Khan, je cite, « an endless source of dreams and fantasies ». Chantal Spitz, auteure et activiste, a affirmé que ce mythe de Tahiti n'est pas innocent. Il a des conséquences directes et néfastes sur les Tahitiens, puisqu'il influence non seulement la manière dont ils sont perçus et décrits par ceux de l'extérieur, mais également la manière dont ils se voient eux-mêmes. En 2011, dans son livre Tahiti Beyond the Postcard, Power, Place and Everyday Life, Myriam Khan rejoint Spitz et d'autres Maoris. Elle affirme qu'une telle imagerie prevents outsiders from seeing local residents for who they are. Donc, empêche les personnes de l'extérieur de voir les locaux pour ce qu'ils sont réellement. Elle les assigne ainsi à un certain rôle. Myriam Khan attribue la longévité des images de cartes postales à leur fonction stratégique. En obscurcissant et en dissimulant la réalité, en particulier dans ses aspects les moins séduisants, elle enchante et séduit les touristes. Ainsi, les images servent à connecter Tahiti, l'endroit du désir, le lieu du désir, à la métropole, qui est le lieu du pouvoir économique et politique. Le mythe de Tahiti est particulièrement utile pour maintenir le statut de la région comme destination touristique désirable. Cependant, même lorsqu'il vise à être bénéfique à la région, il est orchestré par les détenteurs du pouvoir politique et économique, tandis que la majorité des autochtones demeurent économiquement marginalisés et sont toujours réduits au silence. C'est particulièrement vrai dans le cadre de ce qu'on appelle le militourisme, ce que Theresia Teyawa a défini comme un phénomène par lequel les forces militaires et paramilitaires aident à faire fonctionner l'industrie touristique, alors que dans le même temps, l'industrie touristique sert à masquer les forces militaires.
En Polynésie française, les belles images de corps autochtones ont ainsi détourné l'attention des essais nucléaires conduits par la France à Whangataufa et Mururoa entre 1966 et 1996, alors même que l'État français injectait des capitaux en Polynésie française, achetant ainsi la complicité d'une partie de la population. Aujourd'hui, je me penche donc sur les écrits de Chantal Spitz. Spitz a, avec persistance, tissé une position antinucléaire et anticoloniale dans ses textes, afin de questionner explicitement les images de cartes postales réactionnaires créées par un système colonial oppressif, images qui sont perpétuées depuis le XVIIIe siècle. J'analyse en premier lieu des extraits d'un entretien accordé par Spitz à l'occasion de la publication de son recueil de nouvelles Cartes postales. Spitz y critique l'image de carte postale de Tahiti et répond au mythe en présentant la Polynésie française non pas comme un Éden, mais comme un pays colonisé où les Maoris sont les subalternes économiques d'une élite majoritairement constituée de demi. Les demi sont des Tahitiens qui ont également une ascendance française. En second lieu, je considère la manière dont Carte postale poursuit le travail d'élaboration d'un contre-discours s'opposant à la parole occidentale hégémonique sur Tahiti. C'est un discours que Spitz a entamé avec ses 3 romans précédents. Dans ce recueil, au titre particulièrement évocateur et qui est particulièrement dans le thème de notre colloque, donc Carte postale, Spitz retourne la carte postale présentée aux touristes pour montrer le côté invisible de l'île, celui où l'on souffre de l'inégalité, du chômage ou de petits boulots sans avenir, de la toxicomanie et de structures familiales dégradées. Spitz révèle ainsi la disjonction entre la représentation, qui est paradisiaque, édénique, et la réalité qu'elle cache, celle de l'humanité et de sa misère. Ce faisant, elle déjoue ce que Malek Alula a appelé l'entreprise déformante de la carte postale coloniale. Donc, Mon pays n'est pas une carte postale, c'est le titre de cet entretien que Chantal Spitz avait accordé à Outre-mer 360 en 2015. Elle y explique ce qui l'a conduite à écrire ce recueil de nouvelles. Je cite, « Une image, c'est à ça qu'est réduit mon pays, à une image, sur laquelle sont plaquées d'autres images, la vaïnée, avec tous les fantasmes qui lui sont attachés. Depuis quelques années, la rejoint le tanné tatoué, lui aussi porteur des fantasmes féminins, et sous cette image de carte postale paradisiaque se battent des humains englués dans des misères sans fond. Ces invisibles, ces insonores ne sont pas le côté sombre d'un pays rêvé. » Donc la vaïnée, c'est la femme et le tanné, c'est l'homme. Donc Spitz souligne à quel point les images sont réductrices. Un pays entier peut être résumé à un seul paysage sur lequel les images de femmes et d'hommes sont superposées, partie d'un tout censé être harmonieux. Dans le harem colonial, Malek Alula a remarqué la violence sous-jacente des cartes postales de femmes algériennes du début du XXe siècle, qui offraient le corps de femmes colonisées aux colons. Un siècle plus tard, à Tahiti, alors que la Polynésie française est encore une collectivité d'outre-mer, administrativement autonome, mais pas politiquement indépendante de la France, les corps sont toujours exhibés pour les touristes. Je cite, « La nouvelle cithère, peuplée de bons sauvages, portée par une litanie d'auteurs, de photographes, de cinéastes, de peintres, depuis l'escale éphémère de Bougainville chez nous, continue de bien se porter. Elle se porte d'autant mieux que nous avons échangé notre identité première contre cette image mortifère de nous-mêmes. » Spitz remarque que l'image de carte postale n'a pas simplement un verso, le côté qui, sur une carte postale, serait celui du texte. Elle est également constituée de plusieurs couches. Il y a quelque chose au verso, mais également sous la carte postale. La carte postale est hiérarchique. Elle donne à voir une image, tandis que ce qui est au-dessous ou au verso est secondaire, demeurant invisible ou, dans le cas de Tahiti, non lu. À Tahiti, cette hiérarchie est donc aggravée par la disjonction entre représentation et la réalité qu'elle cache. Contrairement à l'image de carte postale, la réalité et l'humanité sont complexes et contradictoires. Pour Spitz, la vraie identité complexe des Tahitiens a été remplacée par le mythe fabriqué, en particulier celui de la vaïnée qui, je cite, « tétanise les femmes de mon pays dans un carcan fabriqué par l'Occident.
Fin de citation. Selon Myriam Khan, je cite, Dominant Western representations create a meta-language that speaks past everyday Tahitians in a language of verbal and visual imagery that objectifies them. Donc, les représentations dominantes occidentales créent un métalangage qui parle au-delà des Tahitiens de tous les jours, dans un langage verbal, dans un langage d'imagerie verbale et visuelle qui les objectifie. Afin de combattre la pérennité de telles images et pour défaire le processus de réification, Chantal Spitz retourne la carte postale pour révéler la complexité et les contradictions à l'œuvre dans la société tahitienne. Avec Carte postale, ce recueil de nouvelles, elle évoque ce qu'on ne voit jamais sur les cartes postales, ceux qui souffrent, les pauvres, les abandonnés, les laissés pour compte. Pourtant, il convient de noter que lorsqu'on lui demande de se définir en 3 mots, elle répond tahitienne, indépendantiste, femme. En agrégeant ces 3 aspects de son identité, elle met en avant l'idée défendue dans son entretien avec Outre-mer 360 degrés, que tandis que le mythe stigmatise à la fois les Tahitiens et les Tahitiennes, le statut de ces dernières recoupe également celui des femmes européennes et résulte de, je cite, une organisation sociale et politique orchestrée par les mâles au pouvoir depuis notre colonisation. Fin de citation. L'oppression, selon Spitz, est le résultat de la violence des hommes. Elle comprend le genre, mais elle dépasse également, puisqu'elle affecte aussi tous ceux qui sont à la merci de la classe dominante. Classe qui joue sur 2 registres identitaires, français et polynésien. Julia Franks a remarqué que dans ses autres écrits, Spitz fournit ce qu'Homi Bhabha appelle a counter-narrative of the nation, un contre-récit de la nation. En revisitant le motif de la carte postale, Spitz répète ces 2 gestes. Elle entreprend de déjouer ce que Malek Alula nomme le fantasme du pauvre, qui produit du cliché, en mettant en scène des corps féminins présentés comme exemplaires. Elle rompt avec la représentation habituelle de la carte postale, le corps réifié des Polynésiens, en particulier des femmes polynésiennes, à qui, du fait de la structure du recueil, elle donne une voix, mais aussi une texture, une individualité et un relief qui sapent l'image cliché en 2 dimensions que l'on voit sur les cartes postales. Donc le verso de la carte postale. Chantal Spitz a expliqué que son style, qu'elle a développé au long des années, est inspiré de la tradition orale maori. Dans carte postale, on peut dire qu'il s'apparente également au texte d'une vraie carte postale. Elle emploie des phrases courtes, parfois il y a un seul mot sur une ligne, pas de ponctuation, des majuscules, seulement pour les noms propres. La narration est polyphonique, elle n'est pas toujours chronologique, un peu comme pour répliquer l'écriture d'une carte postale sur laquelle différents membres de la famille ou d'un groupe d'amis vont ajouter leur contribution un par un quand ils le souhaitent ou quand ils le peuvent. Spitz joue aussi avec l'identité de la narratrice ou du narrateur, qui n'est pas toujours immédiatement évidente, puisque la focalisation va changer au cours de certaines histoires, ou que des renversements de situation vont déstabiliser ce que le lecteur destinataire pensait savoir. Toutes les nouvelles de carte postale, sauf la dernière, sont centrées sur des personnages féminins et leur vie. Joséphine, à propos d'une femme trans vieillissante, Nadia, qui réexamine le double meurtre de 2 expatriés français à Papeete au début des années 2000, Rosalie, qui évoque les adoptions FAMU par des couples métropolitains, Ne pense pas, à propos d'une femme battue qui met le feu à sa maison pour tuer son mari violent, et les 3 autres nouvelles ont également un personnage central féminin. Les 3 premières histoires, dont les titres sont des prénoms féminins, donc Joséphine, Rosalie et Nadia, abordent plus spécifiquement l'oppression de femmes isolées, mises en marge, et la violence dont elles sont victimes. Dans Joséphine, l'amant de Joséphine, qui la viole et l'offre à ses amis, est un général de, je cite, la glorieuse armée française dont il commande les forces en Polynésie. Il est muté dans le sud de la France avant que ses orgies ne deviennent de notoriété publique.
Pour Nadia, le mythe de Tahiti est bien réel. Elle déménage sur l'île car elle tombe amoureuse de Mathieu et de ses promesses de soleil, sable, sexe. Elle ne trouve finalement que le désenchantement et perd espoir, appétit, sommeil, tandis que Mathieu la convainc de se prostituer pour payer les factures. Rosalie, enfin, évoque la pratique de l'adoption FAMU par des couples métropolitains non identifiés. Chacune de ces nouvelles traite de différents aspects du mythe afin de mettre en relief la complexité de la réalité et des vies polynésiennes. Par manque de temps, je n'évoquerai ici en détail que Joséphine, qu'on peut considérer comme une anti-idylle polynésienne. L'idylle polynésienne par excellence, c'est bien entendu le mariage de Lottie, qui met en scène donc les amours de Pierre Lottie, Harry Grant dans le roman, et de son amante Rarao. Spitz déconstruit cette idylle en montrant au travers du point de vue de Joséphine qu'il existe un hiatus entre les images et la réalité. Sonia Fassel a remarqué que le mot idylle vient du grec eidulon, désignant un petit tableau, et lui-même un diminutif du mot eidos, image. Les images les plus visibles dans Joséphine sont des photos de Joséphine dans, je cite, le salon comme une galerie exposant les photos de sa nudité livrée à la concupiscence des amis de son compagnon invités à prendre l'apéritif. Fin de citation. Cette exhibition en grand plan de son anatomie lui fait au départ honte avant que, je cite, les désirs multiples qu'elle sent dans le corps de ces hommes ne l'atteignent. Ce qui caractérise ces photographies, c'est en premier lieu leur taille. Elles sont géantes. De plus, elles semblent réduire le corps de Joséphine à une série de détails, poitrine, nez, fesses, qui sont évoqués juste avant. Malek Aloula relève que dans le cadre des cartes postales coloniales, je cite, « La nature de la jouissance est de détailler son objet, d'en prendre possession de manière à la fois morcelée et totale. Et c'est ce que fait l'amant de Joséphine et prend possession d'elle de manière morcelée et totale. » Pour les hommes qui regardent les photos de Joséphine, il est bien question de la posséder comme si elle était un objet. Mais Spitz introduit également d'autres images qui permettent de dresser un portrait plus complet de la portion de réalité que représente la carte postale. Au début du texte, Joséphine se regarde dans le miroir et pense aux images de mariage, de fortune, de voyage, de respectabilité dont elle rêvait dans sa jeunesse. Dans ses souvenirs, je cite, « Les miroirs reflètent et démultiplient sous tous les angles leurs amours. » Puis, dans le présent, quand elle se souvient, les images, je cite, « lacèrent ses mémoires inachevées. » Fin de citation. Ensemble, ces images permettent de tracer un portrait plus fidèle de Joséphine, tout en trahissant l'ambiguïté et l'évolution de ses sentiments. Elle n'est pas uniquement perçue selon le point de vue de son amant français, contrairement au cas de l'idylle polynésienne, comme dans le mariage de Lottie, où Rarao est perçue uniquement selon le point de vue du narrateur Harry Grant. En présentant cette mosaïque d'images et en changeant la focalisation, Spitz fait de Joséphine un personnage rêveur, enthousiaste, honteux, enivré par le plaisir et le luxe, déçu, fatigué. Elle fait d'elle une personne, pas simplement un personnage de carte postale. Le point de vue de Joséphine s'exprime également dans la manière dont Spitz décrit l'environnement. Jean-François Stasac soutient qu'une des caractéristiques du mythe de Tahiti est que, je cite, « les paysages sont aussi beaux et colorés que les images ». Fin de citation. Dans Joséphine, cette adéquation entre réalité et mythe est remise en question, puisque dès le début du texte, dans un passage répété mot pour mot à la fin, il est question de, je cite, « le spleen qui verdit ses pensées, un verre cacadois délavé qui la macule d'une tristesse grise. » Fin de citation. La couleur des sentiments de Joséphine déteint non seulement sur elle, mais également sur ceux qui l'entourent. Le quartier est pouilleux, les maisons sont des masures, c'est-à-dire des habitations délabrées. Les eaux qui s'écoulent sont suintantes, gluantes, puantes. D'ailleurs, les odeurs aussi sont à l'opposé du Noa Noa de Gauguin. Donc, Gauguin parle du Noa Noa, le parfum. Et ces odeurs sont à l'opposé de cela et également de la vision des Français. Serge Tcherkessov souligne qu'à leur arrivée à Tahiti, les Français admirèrent la propreté corporelle et les huiles odoriférantes dont les corps étaient enduits. Pour Joséphine, au contraire, on sent, je cite,
les haleines saumâtres, les corps aigres, les paumés aux odeurs de rance qui pleurnichent, les puceaux aux odeurs de peur qui hésitent, les maris aux odeurs d'ennui qui geignent. Fin de citation. Ces puanteurs ne s'arrêtent pas au corps et à leur fluide. L'argent que son amant laisse à Joséphine a une odeur de carcasse faisandée. En vérité, c'est la ville tout entière qui, je cite, suffoque sous les pestilences d'égouts, de crachats, de vomis, de pisse. Fin de citation. Papeete est ainsi présentée non pas comme une ville de romance, parée de couleurs vives et agréablement parfumée, mais comme le lieu où tous les excrétas humains s'accumulent de façon presque synesthésique. Les pestilences sont glauques, c'est-à-dire d'un vert blanchâtre ou bleuâtre. Les puanteurs sont sentimentales. À l'opposé des images sur papier glacé, des brochures de tourisme et des cartes postales, dans le Tahiti de Joséphine, il est inéluctable que plus rien ne soit beau, que plus rien ne sente beau. Ne sente bon, pardon. Ne sente beau, c'est un beau lapsus quand on parle de synesthésie. Pourtant, Joséphine offre un retournement final qui remet en cause cette lecture. En se prostituant, elle se vend à, je cite, « ceux qui aiment son sexe d'homme sur corps de femme, à la poitrine enflée, au nez effilé, aux fesses renflouées. Ceux qui savent qu'avant de s'appeler Joséphine, elle s'appelle Lucien. » Fin de citation. Si les modifications de la poitrine, du nez et des fesses résultent de remodelages chirurgicaux évoqués au début de la nouvelle, le sexe d'homme surprend. D'autant que la dernière ligne, utilisant le présent de l'indicatif s'appelle, démontre que loin d'avoir été gommée, l'identité masculine de Lucien coïncide et coexiste avec son pendant féminin Joséphine. En introduisant cette figure de Lucien dans les dernières lignes, Spitz défait ce qui constitue le noyau de l'idylle polynésienne et d'un certain type de carte postale. L'opposition binaire et hétéronormative homme blanc, femme polynésienne. Cette première carte postale, qui ouvre donc le recueil de nouvelles, montre ainsi les failles de l'idylle polynésienne telle qu'elle a été traditionnellement conçue. La relation de Joséphine avec son amant général est par nature déséquilibrée, contrainte et d'une violence extrême. La réalité ne correspond pas à l'imaginaire. La carte postale coloniale, décrite par Alula comme étant parlée, car son sens est hors d'elle, ne racontait finalement pas une vérité sur Tahiti. En faisant taire et en obscurcissant le point de vue de ses sujets, elle n'était que ce qu'Alula appelle l'expression vulgaire de l'euphorie coloniale. Pour conclure donc, par sa forme originale, le recueil de nouvelles Cartes postales est un exemple de ce que Emmanuel Bruno Jean-François et Françoise Lyonnais observent à propos d'un certain nombre d'écrivains iliens. Je cite The disconnect between lived or felt reality and externally imposed truth motivates forms of writing that can challenge the cliched view of violence as isolated and significant. Donc la déconnexion entre l'expérience vécue ou ressentie et les vérités qui sont imposées de manière externe va pousser ces écrivains iliens à créer des formes d'écriture qui vont modifier les clichés sur les îles. Prises ensemble, les différentes nouvelles offrent une réponse à l'image de carte postale, en tissant un texte dans lequel la domination est multiforme et particulièrement inéluctable pour les femmes. En présentant toutes ces femmes, les cartes postales de Spitz vont à l'encontre de la carte postale coloniale. Là où cette dernière représente, je cite Malek Alula, l'image du corps de la femme prise comme entité, et montre la répétition différente, fin de citation, les histoires de Spitz nous présentent des personnages individualisés ayant une histoire, un passé, un présent, un futur, bien loin des images de cartes postales. Merci.